salle. On va tout de suite avoir ce 4x6. La première à venir, pas assez de dames et demoiselles. Hein. On en aura plus au prochain. Oui, il y en aura plus. Welcome forcément. les femmes dans Exactement. le club. On a besoin d'elle. On a besoin qu'elle soit là. Elle va nous rejoindre. Médaille de bronze au combiné. Le slalom, bien sûr, et la descente, c'était à Albertville en 92. Descente, elle était médaille de bronze à Nagano en 98. Troisième du combiné à Vail en 99. Vainqueur d'une Coupe du Monde en combiné en 91. Personne n'avait fait ça chez les Françaises. C'était la première. Et puis, 14 titres de championne de France. Elle a tout gagné, du slalom jusqu'à la descente, toutes les épreuves qu'il y avait au milieu. Et ça aussi, c'est une première. Donc, c'est une vraie pionnière. Elle est avec nous. Voici Florence Masnada. Bonsoir à tous. Bon, j'ai un peu la pression là quand même parce que je suis la première. T'as juste 6 minutes. T'as 6 minutes. Ok, j'ai 6 minutes. Alors 6 minutes, j'ai pas trop l'habitude. En général, je parle vite. C'est un peu plus long qu'une descente, mais je vais essayer de faire ça bien. J'ai décidé de partager mon expérience avec vous que j'ai vécue lors des derniers Jeux Olympiques en 98 à Nagano. Les quelques jours avant, vous savez, on a souvent les images, on a souvent les podiums ou les chutes en ski. Les médias aiment bien les chutes aussi. Mais je me suis dit, tiens, je vais essayer de leur parler comment ça se passe avant. Et je vais vous emmener en ski un peu avec moi sur ces derniers instants. Alors, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a de la neige qui est tombée, hein, c'est chez nous. J'en ai un peu profité. Et en fait, la préparation des Jeux Olympiques en 98, moi, elle a commencé comme ça. Le vert. C'est bon? Ah, ça va. On a le bruit, mais ça marche pas. On a le son, mais on n'a pas l'image. Ouais. Ah, ça y est. Oui, bah alors ça marche pas très bien. Enfin bon, bref, je vais continuer. Alors vous allez me dire, mais non, elle faisait de la descente, les pistes étaient balisées. Mais si, je vous assure que j'ai fait ça 3 jours avant le départ de la descente des Jeux Olympiques. Donc le moment le plus important un peu d'une carrière de sportif qu'on met des années à préparer. Je vois Alain qui regarde ça avec plaisir, hein, parce qu'il aime bien la poudreuse. Et ben, je suis allée faire de la poudreuse. Parce que, en fait, à Nagano, tous les 2 jours, il neigeait. Et on ne peut pas faire une descente dans ces conditions-là. Quand on a une moyenne de 100 km/h, on fait des pointes à 145. Quand il y a de la neige ou une visibilité moindre, on ne peut pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là ? On fait de la musculation, on fait du sport co, on fait des vidéos et pendant 3-4 jours on tourne en rond. Il faut attendre, il faut être patiente. Alors moi pour le coup la patience c'est vraiment pas mon truc. Donc je me suis dit allez, là il y a de la poudreuse, c'est bon j'y vais. Donc j'ai fait, bon c'est pas les images de Nagano parce que j'avais pas la caméra embarquée à ce moment-là mais c'était ça. Et donc l'idée c'était vraiment encore une fois, bon moi je vous la mets. Normalement ça devrait passer une autre slide mais bon c'est pas très grave voilà. Et voilà, ça donne à peu près ça. Quand je suis rentrée à l'hôtel, imaginez les entraîneurs. Arsène, imagine, tes athlètes là qui partent, ils n'étaient pas contents du tout. Mes cuisses non plus, parce qu'à l'époque c'était un petit peu compliqué de faire ce type de préparation. Mais pour moi, ça a été un tel bonheur de sortir du carcan, de la préparation. Vous savez, dans ces moments-là, ce qui compte, c'est la tête. Et se recentrer au niveau du plaisir, au niveau des sensations comme ça, je pense qu'une partie de ma médaille, je l'ai gagnée là. Alors on va continuer. Et donc, après il a fallu... J'y arrive pas, hein, décidément, avec ce truc. Faut que je pointe là. Ah, maintenant, là, ça allait trop loin. Parce que là, c'est déjà la fin. Donc, en fait, je voudrais revenir en arrière. Il faut lancer la vidéo de la diapo précédente. Voilà, celle-là. Non, ouais, mais ça revient dessus. Bon, alors là, c'est le départ. Qu'est-ce qui se passe en fait? 3 jours après, on est au départ des Jeux. Et au départ, dans une aire de départ, il se passe ça. On est un peu tous ensemble, on se regarde. La visualisation, vous en avez déjà entendu parler. On essaye de se recentrer. Moi, 20 minutes avant le départ, j'arrive, je fais mon échauffement, ma routine. Et puis, il y a quand même la petite boule qui monte là. La petite boule, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je respire, je travaille avec le diaphragme. Voilà, je discute avec mon technicien, mon préparateur de ski. Parce que c'est dans ces moments-là que ça se joue. Dans ces moments-là. 1 minute avant le départ, celle devant moi s'élance. Je rentre dans la cabane. Je bois un coup parce que quand on boit, vous savez, ça décoince un tout petit peu ici. Et puis il y a le premier bip. Là, ça commence à être un petit peu de tension, mais je me dis quoi? Je me dis de toute façon, je suis prête. J'ai fait 2 podiums juste avant d'arriver ici. Je me dis bon allez, concentre-toi. Au moins tu joues quelque chose. Au moins tu es là pour jouer quelque chose. Et après, le bip des 15 secondes. Et puis le bip. Je passe les cannes sur le portillon et là je suis vraiment centrée sur ce que je vais faire. Parce que ce qui est important dans ces moments-là, on me demande des fois à quoi tu penses. Ce qui est important dans ce moment-là, c'est d'être dans le moment présent, dans l'instant.
Si on commence à penser au résultat, à la fin, on n'est plus dans le moment présent, on est déjà décalé. Et c'est vraiment à ça qu'on doit penser. Moi, je suis centré sur mes sensations et je me dis que le résultat, c'est une conséquence de ce que je vais faire, entre le portillon et la ligne d'arrivée. Et donc c'est parti. Je ne vais pas avoir avec la vidéo. Je relance la vidéo. Donc la vidéo de ma descente, normalement. Ma descente des jeux. On va le faire manuellement. Hein. Ouais. C'est la dernière vidéo, normalement. Elle arrive. Elle arrive. Ah, je veux bien qu'on baisse un petit peu le son, par contre. Ouais, voilà. Alors, donc j'ai choisi le Dossard 2 parce que j'aime pas entendre. J'aime pas entendre les temps, voir les autres. Voilà, ce que je veux, c'est être centré sur moi. Et dès que je pars dans cette descente, en fait, je me rends compte que ça va plus vite qu'aux entraînements. Alors, il faut que je m'adapte. Sur le premier saut, on a vu, je pars en arrière. Voilà, là, à la place de sauter 20 mètres, je saute 30 mètres. Donc, il faut réagir plus loin. Là, n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Je me dis, de toute façon, j'y suis. Il faut y aller. Il faut pas avoir de regrets. Et je sais surtout que là, j'arrive dans une dernière partie qui est très importante, où il faut que je donne tout et que je sois vraiment centré sur ce que je fais. Alors je fais des petites erreurs, mais je me dis de toute façon, quand on fait des erreurs, c'est souvent qu'on va vite. Si on contrôle trop, si on contrôle tout, on manque de vitesse finalement. Et cette médaille, je la gagne aussi là, sur cette dernière partie, qui n'était pas ma partie de prédilection, le plat final, la glisse, où j'aimais pas trop ça, mais je l'avais beaucoup travaillé en visualisation, jusqu'à la ligne d'arrivée, et je me bats jusqu'à cette ligne, où finalement, je vais attendre un moment, hein, parce qu'imaginez le Dossard 2, je dois attendre jusqu'au Dossard 45, donc c'était compliqué. Et puis finalement, je termine sur cette 3e place au jeu, et je suis accompagné sur le podium de deux autres médaillés qui, elles, ont gagné que de l'or dans leur carrière, Pernilla Wiberg et Katia Seizinger. Et c'est vraiment un moment, j'en profite. Je sais que ce sont mes derniers jeux. Je sais qu'il faut vraiment que je profite de ce moment. Et puis vous savez quoi, surtout, je pense à qui? Je pense aux autres, à tous ceux qui m'ont aidé à venir là. Parce qu'il n'y a pas de performance individuelle. On gagne avec son entraîneur, son kiné, son préparateur de matériel, ses parents, sa famille. Tout ce soutien-là, il est indispensable. Alors, je dois m'arrêter là. J'ai encore plein de choses à dire. Je sais. Mais voilà, ce que j'adore, c'est vraiment partager. Donc, je vous invite à ce qu'on continue à discuter. Et puis, pourquoi pas partager une expérience sur les skis. D'ailleurs, je t'attends, Arsène, hein, sur les skis, tu sais. Voilà, merci. Merci Flo. Flo Masnada, merci beaucoup. Désolé pour la technique. Parfait. Non, t'as été top. Il y avait des ennuis techniques, ma pauvre, malheureusement, mais c'est pas grave. Ça fait partie un peu du direct. Stéphane va nous présenter l'invité suivant. L'exercice est délicat, hein, quand même. 6 minutes et il faut. C'est très bien. Parfait. Mais on a imposé cette épreuve à toutes les personnalités du club pour que, au fur et à mesure des grands rendez-vous, vous puissiez connaître un peu toute cette grande famille, puisqu'ils sont 40 en tout, donc ça fait quand même beaucoup de monde à découvrir. Et donc là, on va découvrir un explorateur que moi j'adorais quand je regardais les émissions de d'Ushuaïa Nature, parce que c'est quelqu'un qui est un inventeur en même temps de dirigeables incroyables qui ont servi à la fois pour le cinéma, pour la science. Mais je ne veux pas tout dévoiler parce qu'en 6 minutes, ça va être un condensé incroyable. J'appelle à venir me rejoindre Dany Clayet-Marel. Bonsoir. Le micro marche, c'est bon? Vous m'entendez? Là, on va partir dans un autre monde totalement différent. C'est plutôt un hymne à la lenteur plutôt qu'un hymne à la vitesse. Donc, je vais vous... Malheureusement, j'ai préparé ça pratiquement dans le train en venant. Je n'avais pas fini. Donc, je vais me mettre derrière mon écran. J'ai besoin d'une lazapette pour déclencher les images. Voilà. Et moi, je vais déclencher les miennes en même temps. Et tu as un retour là, si c'est plus pratique. J'ai un retour là, donc c'est parfait. Voilà. Donc, je me définis comme aéronaute, explorateur et concepteur d'aérostats. Je vais vous parler des engins bien spécifiques que j'ai été amené à créer pour répondre à la demande des scientifiques. Mais avant, un bref historique pour vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Passionné par les voyages, j'ai rapidement uni mes deux passions en organisant des expéditions en montgolfière. Mon premier choix s'est porté sur le Sahara, désert familier que j'ai déjà traversé plusieurs fois par les voies terrestres au cours des années 70. 4 mois passés dans le Sahara, dans le désert, qui donneront lieu à 2 films et un livre. Suite au succès de cette première expédition, je vais très vite enchaîner avec d'autres, au Spitzberg, en Australie, au Cameroun. Grâce à ce background et cette petite notoriété, en 1983, Francis Allais me propose d'étudier la canopée des forêts tropicales avec une montgolfière. Alors la canopée, c'est l'interface entre la forêt et l'atmosphère.
C'est la surface foliaire exposée au rayonnement du soleil. Et c'est surtout un lieu d'une biodiversité extrêmement riche. Alors je vous passerai le cheminement qui a amené à la création du radeau des cimes pour arriver en 1986 en Guyane, lieu des premiers tests in situ. Alors ce premier décollage en lisière de forêt reste pour moi un moment d'une grande intensité. L'avenir du radeau des cimes dépendait totalement de la réussite de ce premier arbrissage. Nous finissons par... pas déclenché. Nous finissons par repérer un endroit qui semble convenir. L'arbrissage se fera en douceur, le radeau s'immobilise sur une canopée relativement plate. Notre pari était réussi, nous avons prouvé qu'il était possible de s'y poser, d'y stationner et de redécoller pour un autre site. Là, c'est donc les premiers tests sur la forêt. Il y a eu quelques scientifiques qui ont eu accès à cette canopée, mais ça ne restera pas un grand succès au niveau scientifique. Par contre, ça a été un énorme succès médiatique et c'est ce qui nous a permis d'avancer après pour d'autres appareils. De faire progresser. Quels étaient les problèmes techniques à ce moment-là que vous rencontriez? D'abord, on n'avait aucune référence. On ne savait pas, personne n'avait déjà fait ça avant nous. On ne savait pas si le radeau allait pouvoir... Vous défrichiez. Exactement. Regardez, on ne savait pas si le radeau allait pouvoir tenir sur les arbres, Bien tout sûr. ça. Enfin, voilà. Donc, et comme on n'était pas dirigeable, après, c'est sur une rivière qu'on s'est posé. Et après avoir dégonflé l'enveloppe sur le radeau, on a récupéré le matériel sur une plage ouverte et dégagée. Voilà. C'est moi qui déclenche? Voilà. Donc, le succès médiatique international nous a permis de trouver des financements pour mettre au point un appareil beaucoup plus adapté à nos besoins. Pour transporter les 900 kg du radeau, je vais concevoir un dirigeable de 8000 m3, le plus gros jamais construit. Donc je n'oublierai jamais les grands messes du gonflage du dirigeable dans l'ambiance chaude et humide des petits matins de la forêt tropicale. Comme je n'oublierai jamais la lenteur des vols de proximité et l'énorme émotion ressentie à chaque vol. Quel autre engin volant pourrait permettre ce bain quotidien de canopée? Le dirigeable vient de déposer le radeau sur la canopée et rentre au camp de base, abandonnant le radeau aux scientifiques qui vont se le relayer pour travailler. 5 personnes maximum peuvent y prendre place, excusez-moi, mais j'ai du mal à suivre. Voilà, 5 personnes maximum peuvent y prendre place. De très nombreux scientifiques ont eu accès au radeau, et ici l'étude de la photosynthèse. Alors, un autre appareil a été extrêmement utilisé pour des sorties botaniques, entomologiques. Voilà, donc là, vous avez vu, je reviens en arrière parce que ça va trop vite, là c'est une manœuvre de récupération du radeau. Donc j'arrive assez bas, je lance à Gilles qui est sur le radeau un câble qu'il va attacher au centre du radeau et je vais me plaquer sur le radeau de façon à laisser le temps d'amarrer. Et ensuite, je vais pouvoir repartir et rentrer au camp. Voilà, un autre appareil que j'ai mis au point pour permettre à un maximum de personnes d'accéder à la canopée, c'est la bulle des cimes. Un petit ballon de 210 m3 relié par des suspentes à une sellette sur laquelle prend place le passager. Alors un autre appareil, l'arboglisseur, c'est une rosière, c'est un mixte hélium-air chaud. Et la dernière que je voudrais vous présenter, c'est la cinébule. Donc la cinébule, elle a voyagé dans le monde entier et elle a été transportée à dos d'âne, à dos de chameau, sur des pick-up, sur des pirogues, enfin sur des tas d'appareils. Elle m'a permis d'aller dans les forêts tropicales, les zones, l'Arctique, la banquise, survoler des icebergs et dans tous les endroits les plus improbables. Ici, en Libye, en forêt équatoriale, notamment avec Luc Maresco ici présent,
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où elle a retrouvé un rôle de... Les drones étant arrivés, j'ai fait beaucoup moins d'images. Et par contre, la motorisation électrique a permis de faire beaucoup plus de choses, notamment d'aller au contact des arbres pour faire des prélèvements. Donc là, on la voit incruster l'étoile des cimes. Et finalement, c'est un retour aux sources avec les missions scientifiques qui lui permettent de travailler encore. Voilà. Alors, excusez-moi. Merci Dany, mais vous avez fait envie en tout cas, merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de gafouillage, mais bon. Alors, ne vous inquiétez pas, vous avez fait envie et on a qu'une envie, c'est d'en savoir encore plus. Merci beaucoup, merci Dany d'avoir été avec nous et désolé pour les petits ennuis techniques. Tout de suite, je vous propose d'accueillir un professeur agrégé, docteur d'État en volcanologie. Il m'a expliqué que ça n'existait plus ce diplôme, mais il l'a eu. Auteur et co-auteur de plusieurs éditions, ouvrages, 400 à peu près. Rédacteur en chef, puis directeur de publication de la revue Géochronique. Il a participé à Ushuaïa plusieurs fois et également à diverses émissions en télévision et radio. C'est le fils spirituel d'Haroun Tazieff. Si vous aimez les volcans, comme moi, je viens d'Auvergne, voici avec nous Jacques-Marie Bardantseff. Merci. Bien, bonsoir à tous. Très honoré d'être avec vous. Je vais vous parler de volcans. Donc étudier les volcans, c'est une aventure scientifique, mais c'est aussi une aventure tout court, car il faut expertiser des éruptions pour voir les différents types d'éruptions et les dangers qu'elles peuvent présenter. Alors ça peut être des coulées de lave, comme au mont Cameroun en Afrique, ou bien des lacs de lave, qu'on appelle les marmites du diable, comme ici au Kilauea à Hawaï, mais aussi des projections de bombes incandescentes, comme au Piton de la Fournaise dans l'île de la Réunion, ou bien des panaches de cendres sur l'Etna, avec une vue crépusculaire et une vue nocturne. Ça peut être des nuages brûlants de gaz et de cendres qui déferlent sur le flanc du volcan à haute température et à 300 km/h, ce qu'on appelle des nuées ardentes, comme ici au Sinabung, à Sumatra en Indonésie. Ça peut être des gaz volcaniques, comme ici au Mutnovski au Kamchatka, qui sont toxiques, nocifs, sournois, asphyxiants et brûlants. Ce peut être en plus d'autres dangers, comme par exemple des coulées boueuses, qui ont ici recouvert la ville de Bacolor, aux Philippines, près du volcan Pinatubo. Ce peut être des instabilités, des éboulements, des glissements de terrain, comme ici au Merapi, Java, Indonésie, des tsunamis déclenchés par des volcans côtiers, comme ici en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Vulcan en arrière-plan. La deuxième partie de l'aventure, c'est de comprendre comment ça marche, d'anticiper, de prévoir les éruptions pour sauver le maximum de vies humaines, sachant que 500 millions de personnes sont exposées peu ou prou au volcan. C'est le challenge de la volcanologie moderne. Donc ici, une station volcanologique de surveillance en kit qui permet un suivi sismique, thermique, pluviométrique du volcan. Donc c'est un genre de capteur, c'est une sorte d'échographie. Et on est au pied du volcan Yasour, au Vanuatu, en Océanie. C'est également comme un médecin qui ausculte un patient. Le volcanologue est un peu le médecin de la Terre, donc en live, pendant l'éruption, il va prendre des mesures. Ici, c'est une mesure de déformation du sol devant le volcan Tavurvur en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ici, des mesures de température de soufre, du gaz du soufre, mais le soufre est dans tous ses états. On le voit gazeux blanchâtre, on le voit solide jaune, on le voit rouge en fusion. Et bien sûr, la température est un indicateur, comme pour nous, malades. Quand on a 40 degrés ou 37, ce n'est pas normal. Quand un volcan a 400 degrés ou 300 degrés, il a de la fièvre, ce n'est pas normal non plus. Une éruption peut venir. Également des mesures de température de la lave, ici à Hawaï, au Kilauea. C'est des températures qui dépassent 1000 degrés, 1050 degrés, avec donc des thermomètres en tungstène, bien sûr pas qui fondent, des gants spéciaux. Et on est parfois amené à revêtir la combinaison du volcanologue en anti-chaleur, qui est aluminisé, donc qui réfléchit la lumière et la chaleur. On a bien sûr un masque à gaz dessous, on a un casque intégré, on a devant les yeux un verre triple qui est doublé d'une mince feuille d'or qui repousse, qui réfléchit la lumière, donc la chaleur qui protège les yeux. Moyennant quoi, on ne voit rien, on n'entend rien,
la sueur dans les yeux, on se prend les pieds dans les cordons, mais enfin on peut survivre à des températures de plusieurs centaines de degrés. Puis également, bien comprendre qu'un volcan a une histoire, donc à nous de redresser son curriculum vitae, de même qu'un médecin s'intéresse aux antécédents d'un patient. Avez-vous déjà eu l'appendicite? Y a-t-il dans vos antécédents des cas de problèmes respiratoires, cardiaques, pulmonaires? Bien, même chose, qu'a fait un volcan dans le passé qu'il serait susceptible de refaire dans l'avenir? Donc là, sur l'Etna, je fais des prélèvements de roches avec mon marteau. C'est l'outil du géologue. Notre devise, c'est mente et maleo, par l'esprit et le marteau en latin. Et donc prélever des roches pour pouvoir les analyser et les faire dater pour retraduire un petit peu l'histoire du volcan passé qui ne parle que par ces échantillons. C'est un métier qui fait rêver. Tous les jeunes, beaucoup de jeunes souhaitent voir un volcan ou souhaitent être volcanologues. Donc ça, c'est ma fille qui m'avait fait un dessin il y a déjà un certain temps avec mon casque de volcanologue. Et aussi, outre la science, des rencontres sympathiques, chaleureuses, comme ici en Tanzanie sur le volcan Olduvai Langai. L'avenir, eh bien, c'est la technologie, c'est d'énormes progrès au service de la science. Donc des images satellites, comme là c'est une vue Landsat de l'île de Santorin en mer Égée, donc un volcan qui a explosé. Il ne reste plus qu'un anneau un par un complet qui est le reste du volcan. Donc on a des images en fausse couleur qu'on peut traiter, des images radar qui voient à travers les panaches de cendres. Également, on s'intéresse au volcan interplanétaire, c'est le nouveau challenge, donc un clin d'œil à Jean-François Clairvoy. Là, c'est une image altimétrique de Mars avec l'appareil MOLA, un Mars Orbiter Laser Altimeter. On voit sur la gauche de Mars 4 points blancs énormes. Ce sont 4 volcans qui sont grands comme la France et hauts comme 3 fois l'Everest. Donc c'est un challenge pour les futurs volcanologues du XXIe siècle. Puis le grand trait blanc qu'on voit à droite, c'est Valles Marineris, hein, donc c'est un immense canyon qui fait 4000 km de long et qui balafre Mars. Également, il faut savoir qu'il y a encore plus de volcans sous-marins que de volcans aériens. Ceux-là sont peu connus, ils gardent leur mystère. Donc les soucoupes plongeantes, comme ici le Nautile, vont permettre de les explorer davantage et de mieux comprendre comment marche notre planète Terre, qui est aussi notre planète mère. Dernière partie de l'aventure, eh bien, c'est d'être conscient que le volcan n'est ni gentil ni méchant. Il fait partie de l'écosystème. On l'a vu qu'il était nuisible. Il peut être utile. Il peut être source de matières premières, comme ici au Kawajan, Indonésie, devant le lac Verjad d'acide. Bien, un jeune prélève du soufre, une charge d'environ 100 kg, et le volcan produit 6 tonnes par jour, qui sont exploitées et renouvelées dans la nuit. Ce peut être également source d'énergie, de chaleur, ce qu'on appelle la géothermie, la chaleur du sous-sol, renouvelable, donc peut-être une énergie qui peut être alternative, donc dans l'esprit de ce que développe Somewhere. Ici, c'est une centrale géothermique en Islande, à Nejaveklir. Puis également, volcan et santé. Hein, Hippocrate soignait déjà les patients avec des eaux thermales dans l'île de Kos. C'était le père de la médecine. C'est toujours vrai, là c'est en Islande. Donc près d'une centrale géothermique, il y a le Blue Lagoon, qui est un endroit où il fait bon se prélasser dans la chaleur. Et donc ça soigne pas mal de maux, donc le thermalisme. Puis également ici au Japon, à Ibuzuki, eh bien, un bain dans des sables chauds volcaniques est bon pour tout ce qui est rhumatisme et d'autres affections. Également le volcan qui est source... Il faut conclure, Jacques-Marie. Oui, je termine. Le volcan source de paysages époustouflants, comme ici la caldeira du Tengger à Java, Indonésie. Puis également, autrefois, Vulcain Héphaïstos, dieu du volcan, a épousé Vénus, Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour. Ce qui était vrai en mythologie est vrai encore aujourd'hui. Volcan et beauté sont associés. Merci beaucoup, merci. Je suis désolé, encore une fois, c'est court, mais j'espère que vous aurez eu envie, là encore, d'en savoir beaucoup plus. Vous pourrez également échanger avec lui. Stéphane va nous présenter notre dernier invité du 4x6, le dernier relayeur. Alors, dernier invité, et pas des moindres, Luc Maresco, qui est un ancien d'Ushuaïa, grand réalisateur et qui a fait de nombreuses émissions. Donc, on va le laisser se présenter parce qu'il a pas mal de belles images à vous montrer. Merci Stéphane. Moi, en fait, ce soir, j'aimerais vous embarquer sur un projet. Vous allez voir que mon histoire recoupe celle de Dany, sur un projet de forêt tropicale et en lien avec la lutte contre la déforestation. Et en fait, ce projet-là, il est ancré dans des racines très profondes
Et tout est parti d'un élément fondateur. En fait, moi, quand j'avais 7 ans, j'ai été super marqué par un épisode qui s'est passé dans ma petite maison familiale. Mon père était l'un des pilotes d'hélicoptère de Paul-Émile Victor, l'explorateur polaire, et il embarquait souvent sa petite caméra Super 8 dans son habitacle quand il faisait des zigzags entre les icebergs. Et un jour, il revient, il met la bobine dans le projecteur, il étire l'écran géant, et puis là, les images commencent et je prends une grande claque. Je vous rappelle que c'est à l'époque où il n'y a pas Internet, où il n'y a pas la télévision. Mes parents l'avaient loué en noir et blanc pour les Jeux Olympiques. Et puis je prends cette grande claque-là, je vois ces paysages blancs. Et ça a été vraiment fondateur, c'est-à-dire que je me suis dit, il faut que j'aille voir ces paysages au-delà des horizons. Et du coup, j'ai enchaîné en autostop, à pied, en bateau. Et j'ai fait plein de voyages autour du monde, jusqu'à réparer 2 vieilles tractions avec des copains. On a monté, c'est devenu nos bureaux, on a monté une agence de presse itinérante et on est parti pendant 2 ans autour du monde faire plein de reportages. Et là, coup de bol, il y a Nicolas Hulot qui nous repère, qui adore l'esprit de l'expédition et qui fait 3 émissions sur notre expédition dans son émission Ushuaïa naissante. Donc là, à la fin, j'y vais un peu au culot, je vais voir Nicolas Hulot, puis je dis moi j'aimerais bien faire partie de ton équipe. Et de fil en aiguille, je me retrouve caméraman, puis réalisateur pour Ushuaïa. Et donc pendant 22 ans, je découvre avec lui tous les écosystèmes de la planète, sous l'eau, dans les montagnes, et ainsi de suite. Et j'ai la chance, au cours de toutes ces missions, de rencontrer plein de défenseurs de la nature. Ça va d'Haroun Tazieff à Jean-Louis Etienne, en passant par Théodore Monod, un grand arpenteur des déserts, avec qui je passe 2 mois en plein désert en Mauritanie, en autonomie totale, avec pas de GPS à l'ancienne, un truc extraordinaire. Et c'est là que ma route recroise le chemin de Dany. Vous reconnaissez l'engin, c'est-à-dire que je vais en forêt sur cette expédition du Radeau des Cimes, et je rencontre Francis Allais. Et là, c'est une nouvelle claque. C'est-à-dire que Francis Allais, c'est un érudit botaniste incroyable et il me parle de sa forêt de façon incroyable. Pour moi, la forêt, jusqu'à présent, c'était un aplat de chlorophylle, c'était un truc immobile, un peu austère. Et Francis ne me montre pas sa forêt, il m'en parle. Il me raconte des histoires. Et du coup, je plonge dans les histoires de plantes qui parlent entre elles, d'insectes qui cohabitent avec des plantes et qui s'entraident. Et donc, je me mets à aimer sa forêt, non pas parce que j'en vois, mais parce que j'en imagine. C'est-à-dire que c'est tout l'imaginaire qui m'amène avec lui. Et voyant cette bibliothèque vivante de cette connaissance de la nature, je me dis, il faut que j'aide ce gars dans son combat pour sauvegarder les forêts tropicales. Et je me lance dans une longue série. J'ai fait en tout 12 documentaires sur les forêts tropicales dans le monde, du Gabon à la Papouasie en passant par l'Amazonie. Et en fait, ça n'a jamais stoppé les tronçonneuses. Pourquoi ? Parce que les documentaires sont regardés par des gens déjà convaincus. Et donc nos documentaires, ils nourrissent une base de gens convaincus, donc ils les renforcent avec d'autres arguments. Mais en fait, on ne va pas plus loin, on ne dépasse pas le cercle des initiés. Et l'une des choses qui peut amener ça, qui peut dépasser ce cercle-là, c'est l'émotion. En fait, les gens changent quand on leur propose des émotions. C'est ça qui leur fait changer le comportement. Et il y a un film qui m'a convaincu de la démarche. C'est Blood Diamond. Le sujet, c'était le trafic illégal de diamants et les enfants soldats. Il y avait eu plein de documentaires là-dessus et ça n'avait jamais fait bouger les lignes. Et ce film arrive et dans l'année qui suit, il y a moins 15% sur le trafic illégal de diamants. Pourquoi ? Parce qu'il avait généré de l'émotion. Du coup, l'idée vient de faire un film qui s'appelle Le Botaniste, lié aux forêts et que j'ai écrit avec un copain, Guillaume Medachevski, et on fait un thriller écologique. C'est un botaniste pacifiste qui se transforme en botaniste guerrier et qui élabore un plan machiavélique pour faire plier les coupeurs de bois. Et en parallèle, je rencontre une 50aine de personnalités du monde du cinéma. Donc ça va de Juliette Binoche à Édouard Baird, en passant par Claude Lelouch, et ainsi de suite, qui me nourrissent pour être prêt à faire ce film-là. Et sur le chemin, donc tout ça me forme pour faire le botaniste. Mais en fait, sur le chemin, j'ai une opportunité. Tout ce que je fais, tout ce que je documente, me fait réaliser un road movie sur cet acharnement pour la cause du botaniste. Et je fais un film qui s'appelle Poumon vert et tapis rouge, que j'ai terminé il y a une semaine, qui va sortir au cinéma en 2020, et qui est la première étape pour arriver au botaniste. Donc, je me sers de ce film-là comme une première étape pour aborder le cercle des non-convaincus, des non-initiés, et je m'en sers comme un cheval de Troie.
C'est-à-dire qu'en mettant en image un road movie sur un gars qui s'acharne pour défendre une bonne cause, et bien en fait je glisse en sous-texte plein de messages sur la forêt, la nécessité de les préserver et sur le combat de Francis Allais. Donc c'est cette première étape-là. Et aujourd'hui, moi ce que j'aimerais avec Somewhere Club, c'est embarquer des entrepreneurs, des investisseurs, des gens convaincus, les emmener là-haut dans la canopée, dans un village où on aurait des ponts de lianes, des tyroliennes et ainsi de suite, garder ces personnes-là 3 jours là-haut, faire un voyage intense là-haut et développer le botaniste ensemble. On aurait le scénario avec nous. Et du coup, fédérer, savoir comment on va produire ce film, comment on va fédérer autour de ce projet, tout ça pour aller faire un film, Le Botaniste, qui arrive à faire changer les comportements, enfin en tout cas qui participe à ça, et qui arrive à convaincre un monde de consommateurs qu'on est à changer de comportement. Pourquoi ? Parce que un jour, un chef papou m'a dit « Luc, tu sais, le jour où les arbres disparaîtront, l'homme disparaîtra à son tour ». Et je trouve ça quand même con pour notre génération, pour nos enfants qui vont suivre, et pour toutes les générations à suivre. Donc aujourd'hui, moi, mon arme, c'est l'image. Et voilà, et c'est probablement une des plus fortes cartouches que je puisse tirer, c'est de faire ce film du botaniste pour participer au combat contre la déforestation. Et j'aimerais qu'un jour, il y ait des gamins de 7 ans qui soient remués par les images qu'ils vont voir, comme moi j'ai été remué par les icebergs, et que du coup participent à préserver cette nature avec les membres de Somewhere Club qui éventuellement voudraient participer à monter avec moi et Dany dans la canopée pour avoir envie de fédérer ce projet-là. Voilà. Merci Lucas. Passionnant, passionnant. Merci beaucoup. Merci là encore, j'espère qu'il vous a donné envie. Puis il le fait très très bien, il demande à ce que vous le sollicitiez. Donc n'hésitez pas, tout à l'heure vous irez voir nos 4x6. Merci beaucoup.